effectivement, les chirurgiens, on s'est tous retrouvés à l'arrêt. C'était absolument inédit, parce que on a des difficultés professionnels pendant des périodes exceptionnelles comme les guerres, mais il se trouve que pendant les guerres, les chirurgiens sont souvent très sollicités, mais là, en l'occurrence, nous nous sommes retrouvés à l'arrêt et nous avons donc dû faire patienter les patients, voir quelles étaient les urgences relatives, et on a vu les politiques en permanence arbitrer entre le sanitaire et l'économique. Et c'est vrai que, il y a des enjeux importants. Et ça a été donc l'occasion pour nous de se poser la question de quelle était la part de la chirurgie, puisque nous allons devoir entreprendre un redressement économique national, que tous les secteurs d'activité vont participer, et donc d'évaluer un peu quelle serait la part de la chirurgie dans ce rebond, je dirais, d'activité. Donc, alors, c'est pour ça d'ailleurs que l'Académie a demandé une note sur ce point à Frédéric Bizard, le président de l'Institut Santé, et puis et ensuite a publié un communiqué commun avec l'Académie de médecine sur les enjeux économiques de la reprise chirurgicale. Alors, je vous rappelle que donc le 13 mars 2020, c'est la mise en place du plan blanc élargi avec l'arrêt de toutes les interventions et consultations non programmées dans tous les établissements. Et donc ça, ce sont des directives qui sont venues dans les différentes régions des ARS et qui s'imposaient à tous les établissements, en général d'ailleurs après concertation avec les établissements, mais c'était la loi. Et puis, le 23 mars, on a vu arriver la loi d'urgence sanitaire, et cette situation s'est modifiée le 11 mai, puisque le 11 mai, il a été adopté par le Parlement une loi qui proroge actuellement l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 11 juillet. Le gouvernement aurait souhaité le 23 juillet, mais le Parlement a souhaité remonter au 11 juillet. Et le même jour sont sortis des décrets qui s'imposaient à l'ensemble des citoyens, les mesures barrières, les restrictions de déplacement, je ne rentre pas dans le détail, et un arrêté qui s'adressait au personnel soignant. Et dans cet arrêté était en particulier spécifié que il était rendu possible pour les ARS d'envisager des mesures dérogatoires. Ça voulait dire en pratique qu'on pouvait envisager de reprendre une activité chirurgicale non urgente à minima, en fonction des conditions locales et sous l'autorité de l'ARS. Et d'autre part, une autre difficulté était que l'État avait réquisitionné les médicaments en tension, c'est-à-dire des hypnotiques et des curares, qui montraient bien la fragilité de la situation. Voilà notre calendrier, et nous sommes donc toujours dans ce calendrier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la chirurgie, c'est un secteur économique en croissance. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. D'abord, les chirurgiens sont de plus en plus nombreux. Le Conseil de l'Ordre, la tasse démographique du Conseil de l'Ordre montre qu'il y a 1% de chirurgiens de plus par an, et cela depuis de très nombreuses années. Il ne se cache pas pour dire que les chirurgiens, c'est un cadre professionnel qui n'est absolument pas menacé, contrairement aux médecins généralistes, par exemple. Nous réalisons des interventions de plus en plus nombreuses, 1,9% de plus par an. Lorsque Frédéric Van Rockeghem et Gilles Bonton avaient fait leur rapport sur les parts de marché en chirurgie en 1999, ils avaient estimé le nombre d'opérations en France à 3 900 000. Vous voyez que 20 ans plus tard, la CNAM estime qu'en 2019, enfin il n'estime pas, c'est un chiffre, a constaté que plus de 7 millions d'interventions ont été réalisées. De même, la Cour des comptes a montré qu'entre 2008 et 2015, la part de la chirurgie dans l'ONDAM hospitalier, donc qui est le budget des établissements, est passée de 19,7 à 20,4%, et que donc finalement ce budget dédié à la chirurgie représente en 2015 15,6 milliards d'euros. Alors, quand on regarde les parts de l'ONDAM hospitalier, on voit le poids des différentes spécialités. Vous voyez que c'est l'orthopédie qui vient en première ligne, représentant 25% des budgets. Ensuite, le viscéral et digestif, 20,4%.
les thoraciques et cardiovasculaires 12%, l'urologie 6% et la gynécologie 5,6%. Mais vous voyez que, parallèlement, le nombre de séjours entre 2008 et 2015 augmente constamment et que les dépenses en euros constants, parallèlement, augmentent. Alors, donc, c'est également un secteur en croissance pour d'autres raisons. C'est que les chirurgiens réalisent des interventions de plus en plus lourdes. Vous voyez que la part des niveaux 4 dans la totalité des niveaux de GHS a quasiment doublé dans cette période. C'est ce que constate la Cour des comptes. Vous voyez que pour l'orthopédie, c'est passé de 1,2 à 2,1, le viscéral 2,8 à 5,6, l'urologie 2 à 3,9, thoracique 4,2 à 7,1. C'est-à-dire que nous opérons plus de patients et nous opérons des patients de plus en plus fragiles et sûrement de plus en plus âgés. Un autre élément, c'est que dans ces chiffres ne sont pas compris les actes interventionnels. C'est-à-dire que les actes interventionnels sont de plus en plus nombreux. Ainsi, les stents et dilatations coronariennes représentent 183 000 interventions en France en 2017. Il s'agit de la deuxième opération les plus fréquentes après la cataracte et avant les prothèses de hanche et les césariennes. Enfin, dernier point, et c'est peut-être d'ailleurs le point faible du développement de la chirurgie, les anesthésistes sont de plus en plus nombreux, mais on sait que cette situation est un peu fragile et que notre pays a dû recourir à des praticiens venant de l'étranger. Alors, dans ce contexte-là, nous avons demandé à Frédéric Bizard d'évaluer la diminution de l'activité liée à la crise du Covid. Alors, vous voyez en haut le nombre, la proportion des interventions par mois dans une période habituelle. Et donc on arrive à un total de 100%. Le chiffre évoqué de 7 185 000 interventions et comme vous pouvez le voir, encore en augmentation par rapport en 2019. Il est clair que cette année, ça ne sera pas réalisé, mais la tendance reste là. Alors, la première hypothèse émise par Frédéric Bizard était qu'on reprendrait une activité le 11 mai. Alors vous voyez que du coup le chiffre d'activité est passé en mars de 9,5 à 5,9, en avril à 2,9%, en mai à 3%, et que cette période de diminution d'activité relative par rapport à l'habitude se poursuit jusqu'au mois d'octobre. Et la conséquence, eh bien, quand on applique ces taux, cette hypothèse de taux, on voit qu'on n'opérerait dans cette hypothèse que 5 200 300 000 interventions contre près de 7 200 000 dans une année normale. Si maintenant on prend une hypothèse de reprise d'activité le 1er juin, eh bien, on applique les mêmes décalages avec des pourcentages qui sont un peu variables dans le temps, mais qui se prolongent là jusqu'au mois de novembre, avec un taux d'intervention réalisé par rapport à la moyenne attendue de 69% dans la deuxième hypothèse et de 74% dans la première hypothèse. Et donc, ça veut dire que la communauté chirurgicale française réaliserait cette année entre 1,7 et 2 millions d'interventions en moins, ce qui se traduit directement en fonction de l'Ondam hospitalier par un chiffre de 4,2 à 5 milliards d'euros. Et donc, on voit déjà l'enjeu économique de cette crise Covid, non pas tant pour les chirurgiens, mais surtout pour la communauté nationale, puisque tout ça participe à une activité économique. Alors, on peut dire, bon, les hypothèses, c'est 70%, etc. On ne sait pas, à l'heure actuelle, quel est le taux d'intervention qui ont été réalisés pendant la période d'arrêt. J'ai eu la CNAM la semaine dernière, où il semble que le chiffre soit de 49%, mais je pense que c'est un problème de transmission de bordereau. Je pense qu'il est clairement prématuré pour savoir le taux d'intervention effectivement réalisé par rapport au taux d'intervention attendu dans une année normale.
Et ce qui se passe, c'est que là, nous parlons d'actes opératoires. En réalité, la chirurgie, ça n'est pas qu'un acte, c'est une filière économique. Alors, dans une filière économique, vous avez le niveau 1, qui est l'acte, qui est donc l'acte et l'hospitalisation. Mais vous avez également un niveau 2, tout ce qui tourne en amont ou en aval de cette hospitalisation, les laboratoires d'analyse médicale, les prescriptions médicamenteuses et d'examen, l'activité des infirmiers, des kinésithérapeutes libéraux, l'activité des pharmaciens d'officine. Je n'ai pas mis là l'activité des médecins généralistes, puisque c'est une interaction, les secrétaires médicales, les transferts de soins de suite et de réadaptation, les transports sanitaires. Et puis, ensuite, il y a un niveau 3 qui est qu'en amont de cette activité médicale autour d'une intervention, eh bien, il y a tout un tas d'activités de distribution de biens, de commerce de gros, de prestataires dans la région qui font que pour que vous puissiez utiliser une sonde en urétéroscopie, eh bien, il faut qu'elle soit fabriquée, il faut qu'elle soit transportée, il faut que le pharmacien, etc., vérifie tout ça. Il faut, si on veut utiliser du gaz carbonique pour faire une cystoscopie ou une prothèse de hanche pour une coxarthrose, eh bien tout ça, ça vient pas tout seul et c'est pas la secrétaire médicale qui vient sous son bras le matin avec la prothèse. Enfin, il y a un niveau 4 qui est un effet multiplicateur qui en fait, à ce moment-là, représente le reversement de toute cette activité dans le circuit économique. C'est un effet dit par les économistes multiplicateur et donc ça représente la consommation des actifs de la filière, c'est-à-dire que tous ces gens-là, le chirurgien, les intervenants à l'hôpital, les intermédiaires, etc., gagnent de l'argent. Et ils vont donc consommer, et ils vont générer une nouvelle activité économique. Et en particulier, ils vont consommer, mais ils vont aussi payer les taxes, ils vont payer les cotisations sociales, etc., etc. Et tout ça, sans compter la chaîne des fournisseurs hors région, c'est-à-dire qu'autour de cette activité opératoire, eh bien, il y a des importations de prothèses qui viennent de l'étranger, des cargos qui transportent, des containers qui arrivent de Chine, des masques, parlons des masques, ils arrivent de Chine dans des containers, tout ça, ça s'inclut, et l'organisation de congrès, etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste économique, mais j'ai reproduit ça à partir d'un travail qui a été réalisé en 2003, sur un an, à la demande des chirurgiens orthopédiques Rhône-Alpes. Donc ce travail a été réalisé par Jacques Caton, Christian Delaunay, un groupe d'économistes que je ne connais pas, mais le CMK Eval, mais également avec la participation de la Caisse d'assurance maladie qui a fourni les données, de l'adresse et des CREDES qui ont fourni les analyses complémentaires. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Que dans tous ces niveaux d'intervention de cette filière, vous voyez que le niveau 1, alors là nous parlons d'un niveau national pendant un an, ça génère 73 460 emplois, ça génère une valeur ajoutée de 2 796 millions, un chiffre d'affaires, ça c'est le niveau 1, c'est donc l'activité des hôpitaux, des établissements et des chirurgiens, c'est 3 500 millions. Voilà. Alors le niveau 2, qui sont donc tous les intermédiaires qui vont graviter autour de cette intervention hors de l'établissement, c'est 18 230 emplois, une valeur ajoutée de 957 millions, un chiffre d'affaires d'1,3 milliard. Et ensuite le niveau 3, donc, qui est toute cette distribution d'amont, c'est 13 753 emplois, 966 millions de valeur ajoutée, 1 milliard de chiffre d'affaires. Et enfin le niveau 4, qui est ce reversement des gains économiques réalisés par la filière dans l'économie générale, eh bien vous voyez que c'est 36 000 emplois, parce que bon, il y a le percepteur, il y a enfin tous ces intermédiaires qui gèrent l'économie, 2,6 milliards de valeur ajoutée, et donc un chiffre d'affaires, vous voyez, qui est conséquent. Alors, là-dedans, il y a la consommation, c'est-à-dire que quand on va opérer, un orthopédiste va faire une opération de 100 €, il va faire travailler les intermédiaires pour 37 €,
ceux qui sont en amont de la filière pour 30 €, mais dans cette filière, les gens vont consommer 223 €, ils vont payer 18 € d'impôts et 70 € de cotisation sociale. Tout ça est très complexe. Je ne suis pas économiste, mais cette étude m'a paru assez intéressante pour analyser les différents postes qui rentrent dans l'activité économique de la chirurgie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne au total 0,57% des équivalents temps plein et 0,49% du PIB. Alors, à partir de là, on est capable quand même de faire des calculs. Je rappelle que c'est une étude de 2003, qu'elle ne concerne que les chirurgiens orthopédiques. En 2003, les orthopédistes généraient en activité directe de niveau 1 3,5 milliards mais vous voyez que cette activité générait un chiffre d'affaires global dans le circuit économique de 12 milliards, donc était multiplié par 3,56. Si on applique les chiffres de 2019, eh bien on va multiplier les 4,3 milliards qu'ont généré les orthopédistes par 3,56 et on arrive à un chiffre de 15,30 milliards. Et comme les orthopédistes ne représentent qu'un quart de l'ONDAM hospitalier, eh bien vous voyez qu'on va multiplier par 1,23 pour passer de 2003 à 2019, par 4 parce que ce n'est que les orthopédistes, et on arrive à 654 000 emplois ETP, 2,8% du PIB, et un chiffre, un impact économique de 61 milliards d'euros. Alors, je conçois bien que tout ça est extrêmement complexe. J'ai déjà observé que les économistes n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Mais il me semble que cette crise Covid nous fait un peu découvrir tout cet aspect économique, parce que clairement, ça n'est pas notre préoccupation. Mais nous avons un rôle dans la société pour, dans le cadre de ce redressement économique national, et la reprise des activités chirurgicales, même si elle pose des problèmes de prise en charge des patients, etc., elle a une action économique et cette action doit être prise en compte. Alors on pourrait dire, puisque on a dit qu'à peu près un quart des opérations, pour conclure et de façon très grossière, allaient être faites en moins cette année, que l'enjeu du Covid est donc à 15 milliards d'euros, et nous avons été sensibles à ces sujets, puisque, je vous le rappelle, nous avons donc publié avec l'Académie nationale de médecine un communiqué sur la reprise des activités chirurgicales, une urgence sanitaire, une contribution à la reprise économique. Je vous remercie pour votre attention. Bravo Hubert, là aussi merci d'avoir été aussi précis dans la présentation de l'activité et de l'impact du Covid sur la réduction d'activité. Alors une des problématiques qui semble être interrogée au travers du chat, c'est en particulier peut-être le calendrier d'arrêt du plan blanc étendu qui devrait permettre peut-être un retour à une activité chirurgicale plus rapide, en particulier pour des cliniques privées qui pourraient être désaffectées par rapport à la réquisition sur les réa de leurs cliniques, de leurs établissements. C'est la question posée par Cron. Qu'en penses-tu Moi, je pense qu'on est dans une situation très... Sur un mot, Jacques, attends. Alors Jacques. Est-ce que je peux dire un mot? Non, attends, je vais répondre à la question et on va te passer la parole après. Donc, pour répondre à la question, on est dans une situation très subtile. Actuellement, nous sommes en loi d'urgence sanitaire et les ARS ont la main, on est considéré en plan blanc. Mais vous avez noté que les ARS ont bien compris qu'il y avait de la casse collatérale avec l'arrêt d'activité des activités chirurgicales, et donc il y a des dérogations. Et on voit bien que la situation est très hétérogène en fonction des établissements. Que les établissements sont prudents, ce qui me paraît tout à fait logique d'ailleurs, mais qu'il y en a qui reprennent à 50%, il y en a qui reprennent à 70%, il y en a qui reprennent à 25%, etc. Et ça veut dire que probablement, comme la situation est mouvante, je pense que l'idée, c'est qu'il y a quand même une nécessité de gérer la liste d'attente, parce que dans cette liste d'attente, il y a des gens qu'il faut quand même prendre en charge rapidement compte tenu du délai d'attente, mais il y a à la fois une souplesse de la part des ARS et le fait de dire c'est quand même nous qui avons le pouvoir et si jamais ça se passe mal, on pourra refermer.
Oui, merci. Et Jacques Caton, à toi de reprendre. Merci. D'abord, merci à Hubert de faire ce travail. Puis je constate avec plaisir qu'avec deux modes de calcul différents, finalement, on est arrivé à peu près au même chiffre dans le communiqué de l'Académie de médecine. Le problème, c'est de rattraper le retard. Et de rattraper le retard, ça dépend de la possibilité des blocs opératoires, de la disponibilité des médicaments, de la disponibilité des anesthésistes, de la disponibilité des réa. Ça dépend aussi de certaines obligations de respect Covid plus ou moins. Ça dépend de l'utilisation de chambres particulières. Donc, il est quasiment impossible de penser qu'on reprendra une activité pleine, même à partir du moment où on lève le plan blanc. Et avec Frédéric Van Roekegen, on avait calculé que Frédéric Van Roekegen, qui est l'ancien directeur de la CNAM TS et qui est membre de l'Académie de médecine, on avait calculé que si on reprenait les activités tout de suite, il fallait au moins 14 mois pour épancher le retard, et si on les reprenait un peu plus tard, au mois de juin par exemple, il fallait 21 mois. Car on ne pourra augmenter l'activité des blocs opératoires que de 10%. Donc, si on part d'1 million d'interventions chirurgicales par 10%, ça fait 100 000 interventions par mois, donc vous comptez et vous verrez le nombre de mois qu'il faudra pour rattraper le retard. Bon, ceci dit, moi je pense que les chiffres qui ont été montrés sont des chiffres qui sont valables, ce sont des chiffres qui sont justes. Alors on pourrait effectivement les réactualiser parce que c'est une étude qui a une quinzaine d'années, mais j'avais commencé cette étude par l'étude du poids économique de la médecine libérale de la région Rhône-Alpes. Et après je m'étais dit, quand j'avais vu les résultats de cette étude, il faudrait l'étendre à une spécialité chirurgicale, l'orthopédie bien évidemment. Donc on a fait ce travail au niveau de la Softcode qu'il avait rémunéré. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ce travail, il faut le faire au niveau de l'Académie de chirurgie, sur toutes les spécialités chirurgicales, parce que je crois que c'est important. Et Hubert vous l'a montré, parce qu'il y a d'autres applications dont on ne va pas parler maintenant, parce que c'est le problème Covid, mais les applications du retour de la consommation, c'est-à-dire que sur 100 € dépensés par l'assurance, par le chirurgien, enfin, du moins 100 € de dépenses générées par le chirurgien, il y a quand même 80 € qui retournent, il y a 10 ou 20 €, je ne sais plus le chiffre là, sur les impôts et taxes. Et donc il y a pratiquement l'assurance maladie récupère, la société récupère l'argent qui a été dépensé et même plus. Donc c'est un travail ça qu'il faudra faire aussi, parce que j'avais fait le travail à partir d'un acte de 100 € pour savoir comment il allait se décliner. Voilà. Donc quelle est ta réponse? Oui, non. De toute façon, il va falloir rattraper le retard, rattraper le retard, ça va être compliqué. Voilà. Non, moi simplement saluer le travail qui avait été fait à l'époque, parce que je trouve que c'est un travail qui va en profondeur. Ici, il doit sûrement être actualisé. Non, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette situation tout à fait inattendue, en termes de reprise, il faut envisager tous les secteurs doivent faire preuve d'imagination. Hein. Et donc, on ne peut pas se dire, on attend que ça reprenne, on verra plus tard. Non, il faut faire preuve d'imagination. Alors moi, je vais vous dire, j'ai toujours rêvé de faire de l'ambulatoire de nuit. Hein. Alors, j'ai soumis à la direction de ma clinique le fait de faire des vacations le soir, hein, avec toutes les conditions, c'est-à-dire les anesthésistes, la salle de réveil, les infirmières, etc., etc. Ce qui permettrait d'ouvrir de nouvelles vacations dans la moitié des salles d'op qui sont ouvertes et de pouvoir éponger un peu mieux la liste d'attente des patients. Il s'agit de travailler en sécurité, hein, mais on peut imaginer qu'on puisse tout à fait travailler en sécurité de 9h à minuit et que ça puisse améliorer les choses en termes de reprise. Alors évidemment, c'est toujours pareil, quand vous avez raison trop tôt, on vous dit non, c'est n'importe quoi. Quand vous avez raison trop tard, on dit on vous l'avait bien dit, il fallait le faire. Enfin, bref, mais je crois on voit bien que d'autres secteurs économiques font preuve d'imagination et on ne voit pas très bien pourquoi les établissements et les chirurgiens seraient dépourvus de ces possibilités d'imagination. Xavier Martin souhaitait poser la problématique de la conservation des réserves des médicaments anesthésiques, en particulier les Cura. C'est dans le chat. Hein. Xavier, tu peux peut-être reprendre la parole si tu veux bien.
Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a une qualité technique qui est parfaite. Moi, la perception qu'on a, du moins à Lyon, c'est que dans le secteur public, on est freiné pour reprendre l'activité chirurgicale parce que par mesure de précaution, on garde les réserves de curare, de tous les médicaments qui peuvent aussi servir en réanimation. Alors que finalement, dans le secteur privé, la reprise a été plus importante, genre 80%, et puis à l'hôpital, c'est 10%, alors que les chirurgiens sont disponibles, les équipes sont disponibles, et donc ça pose réellement un problème important. Oui, mais justement, là tu mets le doigt sur un sujet qui dit on prend les précautions, etc. Mais je crois que nous sommes absolument dans une période où nous devons faire preuve des précautions. Et quand tu dis qu'il y a des établissements qui ont repris à 80%, moi je ne les connais pas, mais je pense que c'est peut-être imprudent de reprendre à ce rythme pour les semaines qui viennent, parce que nous ne sommes pas à l'abri de plusieurs clusters qui commencent à nous, de nouveau, qui nous gênent dans notre activité. Il vaut mieux repartir lentement mais sûrement.